La fin de la présidence Macron, plus proche que tu ne le crois. Une menace dévastatrice se profile à l'horizon, si puissante qu'elle va tout balayer sur son passage. Et ce que je vais te révéler aujourd'hui, tu ne l'entendras nulle part ailleurs. Alors, si tu veux découvrir ce que les médias nous cachent, regarde ça. La menace numéro 1 d'Emmanuel Macron. Je l'ai comprise lorsque son ancien Premier ministre, Édouard Philippe, a annoncé qu'il se présentait aux élections présidentielles. Ce timing, Sylvain, que l'ancien Premier ministre français Édouard Philippe a choisi pour annoncer sa candidature, non pas à Matignon, mais à la présidentielle de 2027. Oui, Édouard Philippe qui prend un petit peu d'avance. Alors il faut bien reconnaître que cette annonce ne surprend pas sur le fond. Ça fait des années qu'on prête des ambitions présidentielles à Édouard Philippe, qu'il n'a d'ailleurs jamais démenti. Elle interroge effectivement sur le timing à un moment où la France n'a pas encore de... Et là, on a commencé à voir les partisans d'Emmanuel Macron bouger dans tous les sens. Ils ne supportent pas cette annonce. Alors ça y est, on a non pas un Premier ministre, mais un candidat pour l'Élysée. C'est Édouard Philippe, il l'annonce dans Le Point. Et d'ailleurs, Étienne Gernel, tout à l'heure, nous expliquait pourquoi c'était à 7h15 dans RTL Matin. S'il se déclare maintenant, c'est parce que le temps presse. Et si le temps presse, c'est parce qu'il n'exclut pas une démission de Macron et donc une présidentielle anticipée. Il le dit d'ailleurs, il le dit dans l'interview, il dit qu'il est prêt même dans ce cas. S'il y va maintenant, c'est parce qu'il n'exclut pas une démission d'Emmanuel Macron. Isabelle Saporta, vous levez les yeux au ciel. Ça Je trouve que c'est d'une indécence totale, ce dépôt de candidature d'Édouard Philippe. Je veux dire, c'est pas ce qu'on attendait d'un ancien Premier ministre de la France dans la crise que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire de lever la main parce qu'il sent en fait que le président est dans une période compliquée. En réalité, je me suis dit que si Édouard Philippe se présentait, c'est parce que il pressentait qu'Emmanuel Macron serait destitué très prochainement. Et en général, ces prédictions, elles font toujours mouche. Dit peut-être que dans 5 ans, on me reprochera de ne pas avoir augmenté les efforts dans la recherche médicale parce qu'il y aura un virus qu'on n'a pas vu venir. Tu vois ? Tu peux prendre le pari là-dessus ? Peut-être que dans 5 ans, quelqu'un viendra me dire « Mais vous n'avez pas vu que les Russes, ils allaient envahir la Pologne ?» Les Russes veulent envahir quoi ? Non mais, je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi, mais... Tu vois tu peux faire le pari que dans les 10 ans qui viennent, il y a pas on n'aura pas un risque sur notre sécurité. Je parle d'un risque sérieux. On a déjà des risques sur notre sécurité, accessoirement. Coucou. On connaît déjà cette... Mais en réalité, la vraie source de la détestation de Macron et de son clan envers Édouard Philippe, elle trouve sa source dans le style. Comme disait Blaise Pascal, le style, c'est l'homme. Et ces deux hommes ont un style totalement opposé. Vous avez remarqué comment j'essaie de faire toujours très attention à la façon dont je m'exprime. Il a semblé comme y avoir du tirage entre le Premier ministre Édouard Philippe et le Président. Il faudrait faire un peu attention à ce que dit M. Macron. Quand il dit « il n'y a qu'à franchir la route et de l'autre côté, je vous trouverai du travail ». Je traverse la rue, je vous en trouve. Ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Vous avez remarqué comment j'essaie de faire toujours très attention à la façon dont je m'exprime. Parce que je sais qu'une phrase prononcée à un endroit, à quelqu'un, qui n'est pas dans ce contexte forcément scandaleuse, peut donner ensuite, parce qu'on va dire mais il a dit ça à tout le monde pour tous les problèmes, quelque chose qui est évidemment choquant. Donc je comprends ce que vous me dites. Je comprends très bien que vous ayez été vous-même outré, parce que, comme vous le dites, vous n'avez pas eu à traverser la rue, vous avez eu à traverser les montagnes. Moi là où j'habite, en traversant la rue, je peux vous dire on en trouve. Ça c'est vrai. Vous avez remarqué comment j'essaie de faire toujours très attention à la façon dont je m'exprime. Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques. Qui sont les fainéants ? Il a parlé des 30 dernières années. François Hollande, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac. Je ne dirai d'ailleurs jamais que mes prédécesseurs n'ont rien fait ou ont mal fait. Fainéants, cyniques. Beaucoup, quel que soit leur bord politique d'ailleurs, ont pris des décisions intelligentes et courageuses dans des contextes qui étaient parfois redoutablement difficiles. Un mot, regardez, choose France, choose France. Nous disons choisissez la France. Quand nous scandons choose France, à destination des investisseurs étrangers, avec là aussi ce goût prononcé pour les Français
Deux formules qui sont formulées, si j'ose dire, en anglais. Une start-up nation. J'ai pivoté le business model. La silver economy, le crowdfunding. On a besoin de développer un venture capital français. Choose France. Choisissez la France. Choose France. Alors, certains esprits chagrins s'émeuvent en disant « Ah mais quand même, c'est écrit en anglais ». J'essaie de faire toujours très attention à la façon dont je m'exprime. Et tu sais, moi ce que j'aime bien dans les médias, c'est que lorsque les politiques se présentent, ils font comme s'ils étaient les meilleurs amis du monde. Mais en coulisses, tout le monde se déteste. Et je me souviens que une journaliste avait révélé ceci sur Macron. Vous voyez, pour l'instant, le président, qui a une espèce c'est une faiblesse. Il a du mal à donner un peu d'espace à Édouard Philippe, à lui concéder un groupe. Il y a une espèce de jalousie qui est comme ça, qu'il a dans les tripes. De jalousie de Macron envers Édouard Philippe. Oui, il y a quelque chose qui est même irrationnel et que regrette même François Bayrou et que regrette même Richard Ferrand. C'est comme ça, il y a une espèce de blocage. Il y a du rencard Mitterrand, là. Oui, il y a du rencard Mitterrand parce qu'il est plus populaire que lui, parce qu'on a remarqué que l'autre jour au Champ de Mars, quand il est arrivé, tous les gens se précipitaient vers lui. C'est quelque chose qu'il n'admet pas. Est-ce qu'il y a eu des vexations? C'est toujours difficile qu'un autre soit dans la lumière. Non, mais c'est toujours, oui, il y a ça aussi qui joue. Ben oui. En réalité, Emmanuel Macron ne supportait pas que Édouard Philippe prenne de plus en plus de lumière. Parce que prendre de la lumière médiatique, c'est prendre de la puissance auprès des futurs électeurs. Pour une majorité de Français, Édouard Philippe est un bon Premier ministre. 57% souhaitent le voir conserver son poste. C'est ce qui ressort d'un sondage Elab pour BFM TV. Emmanuel Macron poursuit ses consultations en vue du prochain remaniement. Et donc, la question est de savoir si l'actuel Premier ministre va être maintenu ou non. Jérémy Trottin. Il ne sait pas comment s'en débarrasser, confie un ministre, une phrase qui en dit long sur ce qui se joue actuellement à la tête de l'État. Si Édouard Philippe est très populaire aux yeux des Français depuis la crise russe, il est aussi devenu très encombrant pour Emmanuel Macron. S'il reste, nous entrerons dans une forme de cohabitation, estime un membre du gouvernement, pour qui l'entourage d'Édouard Philippe, aujourd'hui trop puissant, empêcherait le chef de l'État de se réinventer. Et le moment où tout a commencé à dégénérer, c'est quand Emmanuel Macron a vu son ancien Premier ministre commencer à arriver à égalité de sa présidence. Pour le climat, la semaine qui s'ouvre, Michael, est vraiment cruciale pour l'avenir du couple de l'exécutif. Et oui, parce que maintenant, Emmanuel Macron est au pied du mur. Ou il le garde, ou il le sort. Et quelle que soit l'option, eh bien, ce sera un problème pour le président. S'il se sépare de son chef de gouvernement, eh bien, il en fait un martyr politique. S'il le garde, il laisse à Matignon quelqu'un qui prend la lumière plus que lui, qui est beaucoup plus populaire que le chef de l'État et que les Français désignent comme celui qui peut conduire le changement, ce qui agace, bien évidemment, le président de la République. Après le désastre électoral d'hier, Emmanuel Macron, qui n'a cessé de rappeler qu'il allait se réinventer, va devoir faire preuve de beaucoup d'imagination. Il y a quelques jours, le président rappelait devant des journalistes qu'il restait libre de ses choix. En 2017, disait-il, je suis allé chercher un Premier ministre qui n'a pas fait ma campagne. De son côté, Édouard Philippe rappelle, lui, que le président sait ce qu'il peut faire et sait ce qu'il ne peut pas faire. Comme si c'était désormais Édouard Philippe qui avait désormais les cartes en main. Merci. Et là, je pense que tu me vois venir. Pourquoi Emmanuel Macron a une détestation profonde d'Édouard Philippe? Eh bien, tout simplement parce que Macron, c'est le chef. Il n'est pas digne d'étaler certains débats sur la place publique. J'ai pris des engagements. Je suis votre chef et je n'ai à cet égard besoin de nulle pression et de nul commentaire. Cette phrase, il l'a présentée alors qu'il était en conflit avec un ancien général, je crois que c'était Pierre de Villiers. J'ai prévenu qu'on allait couper 850 millions dans le budget de 2017. Non, les négociations étaient en cours. Je n'avais pas cet élément. La deuxième raison, c'est effectivement le discours à l'hôtel de Brienne, la veille du 14 juillet, cette grande fête du lien entre l'armée et sa nation, devant le monde de la défense, devant les familles des soldats décédés dans l'année, devant les blessés que je connaissais personnellement, pratiquement chacun d'entre eux. Devant mon homologue américain, j'ai estimé que les propos du président étaient suffisamment forts pour altérer le lien de confiance qui est indispensable entre le chef des armées, le président de la République, et le chef d'état-major. Et enfin bref, il était devant son armée, il a dit
« Je suis votre chef ». Cette phrase, elle peut paraître simple, mais elle exprime des choses. Elle exprime une vision de la vie. Et à travers cette phrase, qu'est-ce que je comprends? Je comprends qu'en réalité, la vision du président, elle est pyramidale. Il y a ceux qui sont en bas et il y a ceux d'en haut. Et Macron, lui, il a de l'ambition. Son ambition, c'est quoi? C'est d'être en haut de ceux qui sont déjà en haut, au top de la pyramide. Et quand il regarde Édouard Philippe, il voit un homme qui veut s'élever au-dessus de la pointe de la pyramide. Et cela, il ne le supporte pas. Raison pour laquelle il va commencer à agir de telle sorte à remettre Édouard Philippe à sa place. L'arme qui est utilisée par ceux qui sont en haut de la pyramide et qui ne veulent pas voir les autres les dépasser, c'est souvent l'arme de l'humiliation. Parce que l'humiliation, elle blesse. Et la blessure est intérieure. Et généralement, tu vois, si on te met une claque ou une pêche, tu vas le sentir. Mais ça va passer après quelques heures. Mais une humiliation, ça tient. Ça s'accroche. Et c'est difficile à effacer. Et quand on vit avec, notre morale commence à diminuer. C'est un petit peu le principe des haters. Ils ont besoin de te faire du mal avec leurs mots afin que le venin de leurs mots produise un poison dans ton être qui fera en sorte que tu te détruises petit à petit de l'intérieur. Emmanuel Macron, il a d'abord commencé par rabaisser Édouard Philippe. Alors à l'Élysée, les tractations vont bon train entre le remaniement et les législatives à venir, et un visiteur du soir décrit un Emmanuel Macron très agité, notamment lorsqu'il s'agit d'évoquer le sort réservé à Édouard Philippe. Aucune circonscription pour Horizon, ce sont des cons, rétorque en privé le président à l'un de ses proches qui l'interroge sur les investitures pour le parti de l'ex-premier ministre. Il me doit tout et il pense qu'on est égaux. Il a fumé les vapeurs du port du Havre, interroge-t-il ironiquement. Emmanuel Macron estime tout simplement qu'il n'a de compte à rendre à personne. C'est peut-être ça, la nouvelle méthode. Information Europe. Ensuite, la deuxième arme qu'il a utilisée, c'était l'humiliation publique. Le jour de sa deuxième investiture présidentielle, il passait parmi les anciens présidents, François Hollande, Nicolas Sarkozy, des généraux d'armée. Et à un moment, il s'arrête face à Édouard Philippe. Et là, il va l'humilier d'une manière... Je te laisse regarder. Garant du fait que les idées maîtresses du président et ses ordres sont bien transmis. Regardez Pierre. Écoutons. Édouard Philippe. Oui, non, exactement. Mon Dieu. Je pense que l'acte de l'humiliation, c'est un acte qui est contre-productif. Parce que tu crées du ressentiment. Tu vois, t'as beau être au sommet de la pyramide, c'est vrai que celui qui est en dessous de toi, peut-être qu'il va pas réagir par peur, par un respect qui est inspiré par la peur. Mais ce ressentiment-là, il va pas mourir. Il va rester vivant un sacré bout de temps. Et le jour où tu seras en position de faiblesse, il va pas hésiter à te tirer dessus. Et là, on en a la preuve vivante. Édouard Philippe se présente aux élections présidentielles bien avant 2027, alors qu'Emmanuel Macron est en position de faiblesse. Et tout ça, ça veut dire quoi, en fait? Tu vois, ce qui se passe entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe, c'est quelque chose que toi-même, dans ta propre vie, tu vas expérimenter. Pourquoi? Parce qu'un jour, comme ça, dans ta vie, tu vas rencontrer des gens qui te détestent, qui te haïssent. Et toi, tu vas pas comprendre pourquoi. Tu vas dire, mais qu'est-ce que je leur ai fait? Eh bien, le problème, c'est que ce que tu as fait, c'est être toi. Ce que tu as fait, c'est décider d'évoluer, de grandir dans ta carrière professionnelle ou dans ta vie personnelle. Et eux, du haut de leur pyramide, de la pointe de leur pyramide, ils te voient monter. Et ils le supportent pas.
Ils ne supportent pas de voir quelqu'un qui passe au-dessus d'eux. Raison pour laquelle ils vont utiliser les différentes armes à leur disposition pour te rabaisser, pour te remettre à ta place. Et le truc, c'est que cette vision pyramidale du monde, c'est la vision des gens que j'appelle les haters. Au fait, le haters, dans le fond, c'est quelqu'un qui a un ego mal placé. Et tu vois, moi je pense que c'est humain d'avoir de l'amour de soi. Mais on ne peut pas nourrir cet amour de soi en écrasant les autres. Et en général, les haters, tu vois, ils ont cet amour de soi comme toi et moi on a. Mais ils ont besoin d'écraser l'autre. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une perception de leur propre personne qui est négative. Ils se voient faibles. Et donc, dans leur monde à eux, il n'existe que la pointe. C'est la pointe, le sommet. C'est la pointe qui fait que t'es quelqu'un. Et dès que toi tu commences à la dépasser, ils pètent un câble. Raison pour laquelle ils vont tout faire pour te mettre des bâtons dans les roues. Tu vois, en tant qu'humain, on est tous tentés par cette vision pyramidale. En tant qu'humain, on a tous des émotions qui peuvent nous transformer en haters. C'est-à-dire, on devient jaloux quand on voit quelqu'un d'autre mieux réussir que nous. Et ça crée un ressentiment. Et on a envie de passer à l'action. Et l'action, c'est quoi ? C'est je vais lui casser les jambes pour qu'il avance pas. Mais ça, c'est petit. C'est mesquin. Et en réalité, la vision pyramidale du monde, c'est la pire qui soit. Parce que quand tu es à la pointe de la pyramide, eh bien, tu peux plus t'élever. Tu as déjà atteint le sommet, tu vois ? Le sommet que ton esprit a construit. Alors qu'en réalité, la vie, c'est pas une pyramide, non. La vie, c'est, je dirais, Dragon Ball Z. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Tu vois, dans Dragon Ball Z, t'avais deux personnages principaux, Son Goku et Vegeta. Tous les deux étaient extrêmement forts. Mais il y avait une rivalité, une compétition entre les deux protagonistes. La compétition de qui serait le plus fort. Et donc, les deux s'entraînaient sans cesse pour être de plus en plus forts. Mais ils n'ont jamais eu un amour de soi qui les poussait à écraser l'autre, à tendre des pièges, à mettre des bâtons dans les roues pour voir l'autre s'écrouler. Non. En réalité, ils avaient besoin de voir l'autre s'élever pour s'améliorer eux-mêmes. Et dans la vie concrète, hors dessin animé, il y a un exemple concret. C'était la rivalité silencieuse entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Deux joueurs qui, dans les médias, ne disaient jamais qu'ils étaient en concurrence. Mais au fond d'eux-mêmes, ils disaient tout le temps « Ouais, mais il a marqué combien de buts, lui ? Et lui, il en a marqué combien ?» Tu vois ? Et tu vois, cette compétition qui, dans le fond, est saine, faisait en sorte que ces mecs continuaient à se dépasser constamment. C'était ça l'objectif. Devenir une version meilleure de moi-même que je ne pouvais même pas soupçonner. S'il n'y avait pas Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ne se serait jamais donné à fond. Et tu vois, quand tu vis à la pointe de la pyramide, ben tu ne te dépasses pas. T'as pas cette envie. Il y a une absence d'envie de se dépasser, de devenir meilleur. Tout ce que tu veux, c'est quoi ? C'est être le chef. Être le chef des autres, écraser les autres, te démontre que tu as du pouvoir, que tu as de la puissance. Mais quant à l'autre vision, celle de la compétition saine, je suis pas jaloux, mais je suis envieux, tu vois. Ah, t'es arrivé là ? Je suis plus bas que toi. Mais je te promets que je vais arriver à ton niveau. Et je vais même peut-être te dépasser. Et quand je vais te dépasser, ben peut-être que toi aussi tu as envie de me dépasser. Et ainsi de suite. Et on commencera à se dépasser et à devenir des meilleures versions de nous-mêmes.
Alors, moi j'ai un truc à vous proposer. Aziz, il veut faire du cinéma. Ouais. Il veut pas devenir le concurrent de Jean-Claude Van Damme. Mais En parlant de concurrence, ouais. il y a une différence entre être jaloux et envieux. Jalousie, c'est pas bien. Mais envieux, c'est très très bien. Parce que être envieux, c'est faire mieux que moi. Alors, son enfant sera mieux que lui, mon enfant mieux que moi, et c'est comme ça qu'on fait un meilleur monde. Hein? Boum. Bon, ok. Bon. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mon message pour toi, c'est quoi? C'est ne sois pas dans la position du haters. Parce que tu n'évolueras jamais, tu ne te dépasseras jamais. Et le deuxième élément, c'est quoi? C'est que tu vas faire face à ce hater. Mais la meilleure manière de répondre au hater, c'est de lui donner une bonne raison de te haïr, de te détester. Et la bonne raison, c'est quoi? C'est de le dépasser. C'est de te dépasser toi-même. Parce que jour après jour, quand tu te dépasses toi-même, tu deviens quelqu'un d'autre, tu t'élèves. Et les gens le voient. Et les haters vont commencer à tout faire pour s'accrocher à ton succès, te rabaisser, te remettre à ta place. Et dans le fond, ce dont je prends conscience, c'est quoi? C'est que on a besoin des haters. Parce que les haters sont dans le fond un signal. Un signal qui nous dit qu'on est en train de se dépasser et qu'eux l'ont vu et qu'ils ne le supportent pas. On a besoin des haters pour nous rappeler que, dans le fond, on est en train de s'élever. Et quand tu comprendras ça, eh bien là, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Alors tu m'excuseras. Pardon. Emporté dans mon élan, je prends conscience que je ne t'ai pas dit quelle était cette terrible menace dont je t'ai parlé en introduction de vidéo. Mais je pense que tu l'auras compris. La menace qui plane sur Macron, c'est le fait de vouloir s'accrocher à la pyramide, à la pointe de la pyramide, au lieu de vouloir continuer à s'élever. Tu vois, il y en a certains, tout ce qu'ils veulent, c'est être au-dessus des autres. Tandis qu'il y en a d'autres, ils ont une autre vision. C'est d'être au-dessus d'eux-mêmes, de continuer à s'élever, de voir jusqu'où ils peuvent aller. Et quand tu es dans une position où tu veux t'accrocher à ta place, parce que tu es au-dessus des autres, parce que tu exerces ton pouvoir sur ceux qui sont plus faibles que toi, ben dans le fond, il y a un moment où tu vas finir par t'auto-détruire. Pourquoi? Parce que tu seras plus en capacité de te dépasser toi-même. Tu vois, les haters, c'est vraiment un double tranchant. Ou bien tu as conscience de ce que je te dis là, ou bien ça va te blesser dans ton moral, dans ton être. Et le poison va commencer à agir sur toute ta motivation. Je t'en parle parce que moi, j'en ai été victime. Jusqu'à ce que je reprenne les rênes et que je comprenne que faut dépasser, se dépasser. Et j'aimerais que tu passes à l'action. J'aimerais que tu écrives en commentaire « J'avance ». Je répète, j'avance. Au fait, tu vois, le hater, il a une vision pyramidale, verticale du monde. Moi, je pense qu'on doit avoir une vision un peu plus horizontale. Avec un peu de vertical, tu vois. Mais bon, restons sur l'horizontale parce que je ne vais pas compliquer le truc. Pourquoi? Parce que l'idée dans la vie, pour moi, c'est d'avancer. C'est de faire des pas. Et les pas, tu peux pas le faire à la verticale. Tu vois ce que je veux dire? Tu voles pas dans le ciel. Mais tu peux le faire à l'horizontale. Pas après pas. Avancer. Quelles que soient les critiques qui viennent à ton encontre, quels que soient les bâtons qui sont mis dans tes roues. L'idée, c'est quoi? C'est de dire « j'avance ». J'avance avec mes cicatrices, j'avance avec les blessures, mais j'avance, je continue. Et avancer, c'est le meilleur moyen de rendre fou le hater. C'est le meilleur moyen de te dépasser.